Salut à tous, c'est Baptiste et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Aujourd'hui, on va encore parler du Tour de France. Très rapidement, le débrief des étapes qui se sont déroulées en cette fin de semaine, notamment les deux étapes de montagne qu'il y a eu dans les Vosges et puis au plateau de Soleilson. Et ensuite, on parlera des trois étapes à venir avec donc le chrono, l'arrivée à Voiron et celle à Orsières-Merlette. Mais le premier mot qu'il faut dire, c'est je suis vraiment déçu par ce qu'on vient de vivre au plateau de Soleilson parce que on a eu la chute de Vingegaard et ça, c'est vraiment un élément assez terrible pour le suspense. C'était un acteur vraiment majeur de la course. On en reparlera un petit peu plus en détail après, mais voilà, je suis un petit peu dégoûté. Combiné à ça, le fait que Paul Sexas soit pas au top non plus. Et puis un sentiment un peu bizarre sur la victoire de Remco. Bref, on en reparlera juste après. Je pense qu'on va pas trop s'apesantir sur les étapes, les premières étapes de la semaine. Alors, je vous avais fait la preview de l'étape de Chalon-sur-Saône qui a été remportée par Tim Merlier. Je vous propose qu'on passe. C'est pas vraiment le plus intéressant, même si ça avait un intérêt pour le classement du meilleur sprinter. On a eu ensuite l'étape du Grand Ballon, du Ballon d'Alsace, pardon, qui arrivait à Belfort. Donc étape où on s'attendait à une victoire des échappés. On s'est dit c'est peut-être la première victoire qui pourra revenir aux échappés hors Mats Pedersen. Et surtout la première victoire qui peut revenir à un coureur non mutant, on va dire, un coureur bon mais moyen. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec une énorme échappée qui s'est développée, qui a pris beaucoup de temps. Dans cette échappée, on avait notamment Mauro Schmidt qui allait s'imposer avec une demi-roue d'avance sur Harold Terrada, qui était très bon aussi. Dans l'échappée, on avait Tom Pidcock, ça c'était important parce qu'il a repris pas mal de temps au classement général. Et puis on avait trois Français, notamment qui se sont accrochés très longtemps, la présence de Kevin Vauquelin, Jordan Jegat, Clément Bras Afonso, et bon bah ils n'ont pas été capables de gagner. Ils étaient probablement pas vraiment les meilleurs, et puis tactiquement ça a pas super bien joué au moment où Schmidt et Terrada sont sortis. Et après c'était un peu compliqué, on savait qu'avec deux hommes à l'avant, derrière ça allait pas s'entendre. Il faut dire quand même que la Jayco Alula a encore fait une très très belle étape tactiquement. Là, il y avait franchement rien à dire, ils étaient les plus forts. Dans l'échappée, on avait donc Matthews, Luke Plapp et Mauro Schmidt avec Ben O'Connor aussi. Donc ils étaient 4. Ils étaient tous les 4 forts. Ils ont très bien géré la montée, d'abord dans un premier temps pour essayer de garder Matthews. Et quand ils ont compris que Matthews était en train de lâcher, malgré le bon train de Ben O'Connor, il a roulé vraiment un bon rythme pour essayer de ramener Matthews, et etc. C'était vraiment super bien fait. Ensuite, ils sont partis à deux, donc dans le groupe de devant, là, qui a fini les 10 premiers. Donc il y avait Luke Plapp et puis Mauro Schmidt. Si je dis pas de bêtises, c'était la seule équipe qui était représentée avec deux. Ah non, il y avait aussi McNulty et Wellens. Et pourtant, McNulty et Wellens, normalement sur le papier, c'est des coureurs plus forts que Plapp et Schmidt. Mais ils ont pas eu la même science tactique. Et on avait un beau groupe, hein, dedans. Il y avait aussi Maxime Van Gils, c'est pas n'importe qui. Et bah, ça a très bien joué tactiquement du côté de la Jayco. Finalement, c'est Mauro Schmidt qui est parti avec Terrada. C'était une bonne carte parce que Schmidt, il va plutôt vite au sprint. Pas autant que Pidcock, peut-être pas autant que Van Gils. Pas sûr qu'il batte non plus Wellens ou McNulty. Et donc c'était bien qu'il s'isole avec Terrada, qui lui n'est pas un pur sprinter, quoi, qui est plutôt un grimpeur. Et donc super victoire de Mauro Schmidt. Un peu dégoûté côté français, bien évidemment, ça vient mourir pas très loin. Mais voilà, c'était très bien joué de la part de la Jayco. Et c'est peut-être la meilleure occasion pour les Français d'aller gagner une étape qui s'est envolée ce jour-là. Parce qu'on va pas se mentir sur les étapes qui arrivent, ça sera un petit peu compliqué. Bref, on parle vite fait du classement général parce qu'à ce moment-là, l'ami Tom Pidcock a repris pas mal de temps à tout le monde. Je crois que c'était 7 minutes 30. Même avec les bonifs, c'est 7 minutes 34 au reste des favoris. Donc c'était une super opération pour lui. Après, on se doutait bien que Pidcock, ça allait pas faire très long feu au classement général. Et ça s'est vérifié dès l'étape du Markstein le lendemain. Donc c'était une très belle étape sur le papier, hein. Franchement, cette étape du Markstein, on passait au Grand Ballon d'Alsace. Et ensuite, on avait d'autres cols et on revenait ensuite en fait au sommet du Markstein, où on est passé deux fois. Alors j'étais sur le parcours, en plus je suis allé monter le col du Hag en vélo et je suis allé voir les coureurs passer au col du Grand Ballon et puis dans la finale du col du Hag. C'était très sympa, il y avait une ambiance de folie. Franchement, très très bonne expérience. Et on a eu de la bagarre, autant pour l'échappée que pour le classement général. Donc c'était une étape franchement sympa à suivre, je pense, parce que moi j'avais pas trop de réseau. Mais en tout cas, une belle échappée avec Valentin Paré-Peintre et Richard Carapace qui se sont vraiment butés pour aller chercher les points de la montagne. Il y avait un beau combat. Et puis Carapace et Tobias Allan Johannessen pour, aller chercher l'étape pardon, en échappée. Ils n'étaient pas forcément très très loin, hein. Carapace finit huitième de l'étape à 1,18. Tobias Allan Johannessen à 1,40. Il est neuvième. En fait, c'est deux très beaux coureurs qui auraient pu en fait être dans le top 10 à la régulière, très clairement. Tobias Allan Johannessen, c'était pas par choix. À un moment, il a pété sur une étape. Donc voilà, c'était déjà râpé.
Et Carapace, lui, c'était plutôt par le choix. Il voulait viser les étapes et le maillot d'Apois. Et on a eu franchement une très très belle échappée, longtemps accompagnée par Valentin Paré-Peintre notamment, donc qui allait chercher pas mal de points au classement de la montagne. Et ensuite, on a eu cette explication entre favoris dans le final, avec le col du Hag qui était vraiment très irrégulier, très compliqué, et qui a livré quelques écarts. Pas si important parce qu'on avait ensuite après un replat là pour aller au Markstein, où ça s'est un peu regroupé, mais Pogacar était bien évidemment le plus fort. Encore une fois, il a pas voulu attaquer trop tôt pour pas trop gêner Isaac Del Toro, donc c'est quand même un signe assez fou de, comment dire, de domination sur l'ensemble du reste du peloton. Et il a eu raison parce que finalement, c'est que Isaac Del Toro va chercher la deuxième place. Il était pas très bien au début de la montée, mais il s'est très bien repris sur la fin. Donc Isaac Del Toro qui, malgré sa défaillance au Luran, l'a montré qu'il était vraiment au niveau. Et ça s'est confirmé le lendemain au plateau de Solaison. Paul Sexas, qui était, semblait-il, le troisième plus fort dans cette montagne après Vingegaard et Pogacar, il fait troisième devant Vingegaard. Vingegaard, il a un peu explosé au sprint. J'ai pas trop compris sa tactique dans la montée du col du Hag. Je pensais qu'il allait plus attaquer. Non, il a voulu tout monter au train. Il a pas trop fait d'écart. Et au final, il est cramé pour faire le sprint final sur un effort punchy qui lui correspond pas et il perd 6 secondes. Donc c'est anecdotique parce qu'il a abandonné le lendemain, mais voilà, quand même, c'était à signaler. Et donc sur cette étape-là, on avait vraiment des beaux espoirs en Paul Sexas. On se dit quand même, c'est fou ce qu'il fait à ce moment-là. Et puis derrière, Remco a lâché assez tôt, mais il a réussi à revenir sur le groupe de Juan Ayuso et Florian Lipowitz, et même à déposer ces deux-là dans le sprint final. Donc Remco, franchement impressionnant. Un peu le même scénario que ce qu'il y avait au Luran. Il revient sur les parties qui lui sont plus favorables et puis il plante tout le monde au sprint. Et puis toujours Skelmoseux et Martinez qui sont tir groupés un peu plus loin. Et le lendemain, donc sur cette étape-ci, Vingegaard reste deuxième, bien évidemment. Remco prend la troisième place du classement général. Sexas est quatrième. Pas très loin de Remco, pas très loin de Vingegaard. Et là, étape du plateau de Solaison. Et patatras, la chute de Jonas Vingegaard dans un rond-point, là, pas très loin avant le début de l'ascension. Moi, ça m'a vraiment dégoûté, faut le dire. Parce que même si je comprenais pas trop la tactique de Vingegaard sur ce Tour de France, même si c'est pas un coureur, comment dire, très très attachant, Vingegaard, c'était quand même un acteur majeur de ce Tour de France. Et en plus, il y a un truc qu'on commence à sentir là, on sentait qu'il était cette fois-ci plus proche au niveau du podium que celui de Pogacar. D'habitude, il y a Pogacar qui est seul devant, Vingegaard seul derrière, et ensuite il y a toute la meute. Et là, on a senti que la tendance, elle s'inversait un peu, que Vingegaard se faisait un peu rattraper par les gars qui étaient derrière. En tout cas, il n'était pas capable de leur mettre un boulevard, à part dans le Tourmalet. Et surtout, on se disait, bah là, avec la troisième semaine, sachant qu'il revient du Giro, bah, il y a moyen qu'il y ait un vrai match. Et surtout, ce qui est cool avec Vingegaard, c'est que, quoi qu'on en dise, ça reste un gars qui est acteur des courses. Et là, on perd un gros acteur, et ça renforce encore plus la domination des UAE, qui vont vraiment avoir la mainmise complète sur le reste de la course. Parce qu'on va pas se mentir, la Red Bull Bora, c'est une bonne équipe, mais il y avait deux grosses formations qui avaient un peu la mainmise sur la course ces temps-ci, c'était UAE et Visma. Lidl Trek aussi dans un autre registre. Et là, en fait, on perd quand même un coureur bah, très important pour le suspense. Donc c'est une nouvelle assez terrible pour ce Tour de France. Voilà, l'abandon de Vingegaard. Surtout que, franchement, j'aurais bien aimé voir Vingegaard se battre à la pédale avec Paul Sexas, mais surtout aussi avec Remco Evenepoel et avec Isaac Del Toro. Quand on voit ce qu'ils ont fait aujourd'hui, voilà, c'est vraiment trop dommage que Vingegaard soit allé au tapis là-dessus. Alors certes, pour nous les Français, on a peut-être plus de chances d'avoir Paul Sexas sur le podium après cette chute, quoique je pense que les chances de Paul Sexas d'être sur le podium, elles sont moins fortes après l'étape du plateau de Solaison et donc après l'abandon de Vingegaard qu'avant, parce qu'il était très fort au Markstein et là il a un peu concédé du temps à Remco et à Del Toro. Remco était vraiment super impressionnant sur cette ascension-ci. Et donc finalement, peut-être que Paul Sexas s'est éloigné du podium malgré l'abandon de Vingegaard. Bref, on en reparlera juste après sur le classement général. Et donc, dans cette étape-ci, Pogacar a emmené Plateau de Solaison. On avait devant une belle échappée avec Quinn Simmons très très fort, Adam Yates qui était pas mal aussi. Tom Peacock encore à l'avant, il arrête pas de faire des efforts. Il a encore concédé beaucoup de temps aujourd'hui à cause de ces efforts-là. Et je pense qu'en troisième semaine, il va peut-être les payer. Et à un moment, donc, bah, Pogacar a fait le rythme pour Del Toro, a lâché tout le monde. Donc, à commencer par Paul Sexas, je crois qu'il était le premier à lâcher. Tout de suite après, Florian Lipovic et puis Ron Ayuso, ils se sont tous mis dans sa roue. Et puis, bah, ils sont partis à trois devant, Remco, Pogacar et Del Toro, avec Pogacar qui joue l'équipier modèle pour Del Toro, qui parle à la radio, qui dit: «Ouais, ça va gros, c'est pas trop rapide pour toi, je peux continuer comme ça?»
Et Del Toro à l'agonie derrière, mais qui a pas le choix, quoi. Il faut qu'il s'accroche parce qu'il y a le maillot jaune qui est en train de faire le rythme pour lui. Bref, une image assez lunaire. Et puis Remco, franchement, bouche fermée pendant toute l'ascension, il m'a impressionné. Très très fort Remco sur cette ascension-ci. Derrière, c'est Sexas qui a roulé tout du long, qui a limité la casse pour Lipovic et pour Ayuso, sauf que Ayuso à un moment a craqué, s'est même fait reprendre par le groupe Skelmose et Lenny Martinez, malgré les appuis de Quinn Simmons. Quinn Simmons qui fait 10e de l'étape alors qu'il a roulé pour Ayuso et Skelmose dans le final. Et puis au final, au sprint, Skelmose et Martinez mettent même une petite distance à Juan Ayuso qui fait 8e de l'étape, à 2 minutes de Evenepoel et Isaac Del Toro. Donc c'est quand même un gros gros tir pour Juan Ayuso sur cette étape-là. On va pas se mentir. Et Paul Sexas, lui, arrive à 58 secondes, seul avec Lipovic. Donc Ayuso, il était avec Paul Sexas à 3 km du but, je dirais. Il a pris une minute dans la tronche à la fin, il a très mal géré son effort, alors que Paul Sexas n'était pas le plus fort. Mais je sais, enfin, il est super impressionnant de gestion, quoi. Le gars a 19 ans, il est capable de se dire je me mets à mon rythme pour pas exploser en vol, là où des gars comme Juan Ayuso, qui sont plus expérimentés, même s'il est assez jeune, Juan Ayuso, hein, qu'on s'entende, a complètement explosé. Lui, il a été capable de gérer son rythme, Paul Sexas, et donc bravo à lui. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé le voir plus fort en montagne. Là, il commence un peu à payer tous ses efforts, et c'est sa première, troisième semaine qui va arriver, on verra comment il va se comporter. Mais il a quand même roulé très intelligemment. Je crois qu'à l'arrivée, il était plutôt content de son étape, mais il s'est dit, j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus. Et donc Lipovic qui s'est accroché dans sa roue. Et donc un trio là qui s'est vraiment détaché et qui sont peut-être les favoris au podium. Remco, Del Toro, Pogacar. On va pas trop s'avancer, c'est encore assez tôt pour le dire. Mais là, ils ont fait une très belle perf, Remco et Isaac Del Toro. Et Pogacar a essayé de laisser la victoire à Isaac Del Toro. Donc Del Toro a attaqué. Il a été repris facilement par Evenepoel. Il a voulu en mettre une deuxième. Bon bah, Evenepoel l'a déposé. Et Pogacar a suivi. Et je sais pas s'il a pas pu ou s'il voulait pas chercher l'étape. Moi, j'ai plus l'impression qu'il voulait pas. Parce qu'il est revenu facile dans la route de Remco et il est resté dedans jusqu'à l'arrivée. Alors je sais pas si c'est un cadeau qu'il fait à Remco. On sait qu'ils s'entendent bien tous les deux dans la vie. Peut-être que c'est aussi un peu une question de paix sociale parce que là, ça aurait été vraiment indécent de dire vas-y, je roule pour toi, Isaac, alors que t'es mon équipier. Moi, je suis maillot jaune, mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai tellement d'avance sur tout le monde que j'ai peur de rien. Je te fais gagner. Ah, mais ah non, tiens, il y a Remco qui nous accroche, qui s'accroche dans nos roues. Bon, vas-y, essaye de le larguer, et si jamais t'arrives pas à le larguer, je vais le chercher moi-même. Il aurait pu, hein, c'était la loi la loi du plus fort, il l'a pas fait. Il a voulu, je pense qu'il a voulu laisser gagner Remco Evenepoel. Mais Remco était très fort, hein, j'enlève rien à sa performance. Et la preuve, c'est qu'il met une minute à Sexas à Lipovic, il met Ayuso à 2 minutes, donc c'est une super performance, alors que Remco, c'était pas le coureur qu'on attendait sur cette ascension-là. Il n'y avait pas de replat à la fin ni rien pour aller se relancer, donc les états de forme varient d'un jour à l'autre entre ces coureurs-là, et pour l'instant, c'est Remco le plus constant, et c'est comme ça que ça se traduit au classement général. Si on regarde maintenant le classement général, donc Pogacar reste bien évidemment le maillot jaune, n'a pas voulu aller chercher cette 5e victoire d'étape sur ce Tour de France, à 5 minutes tout pile d'avance sur Remco. À 5,58, on a Isaac Del Toro, donc Isaac Del Toro a presque une minute de retard sur Remco, et ça va s'aggraver sur l'étape suivante qui sera le contre-la-montre. Sexas à 6,23, donc Sexas est à 1,23 de Remco, ça commence à faire beaucoup. Je pense que ça sera peut-être difficile d'aller chercher à moins qu'il y ait une grosse défaillance de Remco en montagne. Et puis il est à 25 secondes d'Isaac Del Toro, donc là tout est encore jouable entre les deux. Lipovic c'est pas très loin. Lipovic c'est seulement à 25 secondes de Paul Sexas, donc à moins d'une minute, à 50 secondes très précisément d'Isaac Del Toro. Par contre Lipovic maintenant il y a 1,48 de Remco, et on se demandait quelle était la hiérarchie chez la Red Bull Bora. Bon bah là maintenant il n'y a plus le choix. Je pense qu'il faut mettre Lipovic au service de Remco à partir de maintenant. Même si Lipo, c'est un coureur qu'on adore. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans les étapes dans les Vosges, il était tellement encouragé, Florian Lipovic. Les Allemands sont pas très loin et il l'adore. Donc c'est fou parce qu'en France, il a pas vraiment d'aura, Florian Lipovic, mais il est adoré par les Allemands. Et là, je pense que par contre, même si l'équipe est allemande, etc., même si Remco parfois il est pas super fiable, là maintenant il y a 1,48 d'avance pour Remco sur Lipovic. Il y en aura 2,30 après l'étape du contre-la-montre, au moins, voire 3 minutes. Bon bah maintenant, c'est fini de blaguer, il faut mettre Lipovic à 100% derrière Evenepoel pour aller le faire chercher la deuxième place du classement général. Et elle est vraiment dans ses cordes. Parce que là, ce qu'il a montré Remco aujourd'hui au plateau de Solaison, bah c'était, je crois qu'il l'a dit lui-même, c'est la meilleure ascension de sa vie. Et je l'ai jamais vu aussi fort en montagne, je crois.
Parce que là, faut pas minimiser la performance de Remco ni celle de Isaac Del Toro, hein. C'est monté très très vite. Et bravo Remco. La dynamique disait qu'il était un peu en dessous des autres en montagne. Et finalement, là, il s'est montré le plus fort derrière Pogacar. Donc bah là, maintenant qu'il n'y a plus Vingegaard, c'est un petit peu un boulevard pour Remco pour aller chercher la deuxième place au classement général. On verra comment ça va se dérouler du côté de Pogacar et Isaac Del Toro par la suite. Est-ce que Del Toro va assumer en troisième semaine? Combien de temps il va perdre sur le chrono? Parce qu'il y a un monde dans lequel Del Toro est à 2 minutes de Remco après le chrono. Et là, ça va être compliqué d'aller le chercher quand même. À quel point est-ce qu'en troisième semaine, Pogacar va se mettre au service d'Isaac Del Toro pour lui permettre d'accrocher une deuxième place ou même de maintenir son podium? Bref, ça sera des questions qui seront assez intéressantes. On verra comment ça va se passer. Mais ça montre quand même que Pogacar est tellement devant tout le monde, c'est complètement indécent. Et derrière, il faut parler aussi donc de Paul Sexas. Bah là, il est un petit peu en train d'accuser le coup là sur cette étape du plateau de Solaison. On verra comment il se remet en troisième semaine. On était très content de lui après l'étape du Markstein. Là, il est un peu en dessous. Et pour l'instant, je le mettrai pas favori au podium. On verra comment il va se comporter en troisième semaine. Est-ce que là, ce qu'on a vu au plateau de Solaison, c'était juste sa journée de moins bien, et dans ce cas-là, c'est vraiment excellent? Ou est-ce que ça commence à montrer qu'il va avoir du mal pour sa première troisième semaine de sa vie? Il a 19 ans, rappelons-le. Je ne sais pas trop. On aura des premières explications après le chrono. Or, si à Merlet, il se passera pas grand-chose, donc d'abord au chrono, puis ensuite à la première étape de l'Alpe. On en saura un peu plus sur Paul Sexas, mais en tout cas, pour l'instant, il faut pas l'enterrer. Il n'est pas en position très favorable, mais il faut pas l'enterrer. Il est encore très bien placé au classement général. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un coup de moins bien. On verra comment ça va se passer. Et surtout, le truc, c'est qu'Isaac Del Toro et Remco Evenepoel, c'est pas non plus les coureurs les plus fiables de l'histoire. On n'est pas à l'abri que l'un d'eux ait un coup de moins bien à un moment. Donc, à suivre, mais il y a du suspense pour la troisième semaine là-dessus. Donc ensuite, il y a Lipovic, je le disais, moi je pense que maintenant il est complètement au service des Remco. Il peut peut-être maintenir son top 5, parce que derrière, il y a Ayuso, Skelmose, et Ayuso, il a l'air un peu en déclin, lui, de son côté, par contre. Donc je pense que Lipovic peut maintenir son top 5, par contre, il va devoir se mettre à la planche pour Remco, ça c'est sûr et certain. Donc Juan Ayuso qui a 7,28. Donc là, il est à 2,28 de la deuxième place, à 1 minute 30 euh, du podium de Del Toro. Ça commence à chiffrer, hein. Là, il a perdu gros aujourd'hui, Juan Ayuso. Skelmose, lui, à 9,38, donc il est 2 minutes 10 derrière Juan Ayuso. Pourtant, là, sur cette étape-ci, on avait l'impression qu'il était un peu meilleur. Bon, après, sur l'étape de la veille, Skelmose était moins fort qu'Ayuso, donc je pense que les deux sont à peu près à un niveau parfois similaire, ça dépend des étapes ou d'une autre. Donc il faut tout mettre pour Juan Ayuso, mais j'ai peur qu'en fait les deux soient pas capables d'aller chercher mieux que cette sixième place pour Juan Ayuso, et ils vont pas pouvoir inventer des nouvelles stratégies. S'ils ont pas les jambes, ils ont pas les jambes. Martinez est huitième, il est à 50 secondes derrière Skelmose. Les deux ont vraiment un niveau similaire, j'ai l'impression que tous les jours ils sont à deux sur les étapes. J'ai quand même du mal à voir Lenny aller chercher ce Skelmose qui est devant lui. Par contre, Lenny est huitième et bah, il va faire top 8, clairement, du Tour de France. Derrière lui, on a Pidcock, qui est à moins d'une minute de Lenny, mais Pidcock, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts sur cette deuxième semaine. Et surtout, c'est un niveau intrinsèque en montagne qui est moins bon que celui de Lenny. La seule certitude qu'on a sur Pidcock, c'est qu'il est capable de gérer une troisième semaine parce qu'il l'a fait sur la Vuelta. Et que Lenny, lui, on n'en sait rien. Mais intrinsèquement, Martinez, il a quand même un meilleur niveau que Tom Pidcock. Donc je pense que le top 8 est à peu près assuré pour Lenny Martinez, même s'il faudra se méfier. Et puis, bah, bonne nouvelle, le 10e au classement général, c'est Jordan Jegat. On s'y attendait pas, mais voilà, il a encore fait une belle étape aujourd'hui. Bon, par contre, il a 19 minutes de Pogacar, il est à 8 minutes de Tom Pidcock qui est 9e, donc le top 9 va plus bouger, hein, ce sera ces 9 là, c'est certain. Mais ouais, on verra comment on va réussir à conserver ce top 10 Jordan Jegat, parce que derrière lui, il y a Yanis Voisard qui est à 1 minute 40, 50 de Jordan Jegat. Voisard qui est franchement pas mauvais là sur ces deux étapes de montagne. Donc on verra comment va s'en sortir Jordan Jegat. Je pense qu'il y aura des échappées qui vont rentrer en jeu aussi. Et puis il y a Carapace qui est pas très loin finalement. Carapace, il est à peu près dans le même temps qu'Yanis Voisard. Donc il faut pas totalement écarter Carapace d'un top 10 au classement général. On a Ilan Van Wilder qui est aussi dans les parages, presque dans le même temps que Carapace à une seconde. Mais je pense que Van Wilder, il est quand même moins fort que Carapace. À peu près peut-être même du même niveau que Jegat et Voisard, on verra. Donc voilà, un classement général qui est quand même assez intéressant, mais voilà, il y a un grand absent, c'est Vingegaard. Je pense que ça fait un peu mal au suspense.
Mais par contre, tout est encore possible pour la deuxième place ou la troisième place, donc ça sera cool à suivre. Un autre point quand même que je voulais aborder qui a pas trop de rapport, c'est les contrôles antidopage de Pogačar et Vingegaard à 2 heures et 5 heures du matin. Je trouve ça scandaleux. Heu, c'est très bien qu'on contrôle. Ils sont contrôlés tellement souvent, Pogačar et Vingegaard, que je vois pas trop l'intérêt de les faire se réveiller à 2 heures et 5 heures du mat, à moins on espère pardon, les prendre en flag en train de faire une transfusion sanguine, mais on n'est plus dans les années 90. Donc je trouve que c'est vraiment dommage parce que surtout ça nuit à l'équité sportive. Là, on a des coureurs qui ont été réveillés au milieu de la nuit, alors qu'on sait que c'est crucial de bien récupérer entre les étapes. Là, c'était une étape très importante, le plateau de Solaison. Il y a eu un gros transfert la veille pour aller du Markstein jusqu'à Champagnole. Je trouve ça nul de réveiller des coureurs au milieu de la nuit et pas d'autres. Enfin, sur le plan de l'équité sportive, c'est dégueulasse. Et c'est très bien qu'ils soient contrôlés, mais contrôlez juste à des heures décentes. Vous pouvez le faire à 8 heures du mat. Il y a peut-être un intérêt à le faire à 2 heures ou 5 heures. Sinon, les instances le feraient pas. Peut-être que ça m'échappe, mais je trouve que à ce moment-là de la course, à ces heures-là, c'est vraiment ridicule et ça nuit franchement à l'équité sportive. Donc moi, ça m'a vraiment agacé. On peut se poser la question de l'état de forme de Pogacar. Est-ce qu'il était un peu moins bon aujourd'hui à cause de ce contrôle antidopage? Je me pose pas trop la question de la chute de Vingegaard. Il faut le dire quand même, Vingegaard, il est tombé tout seul comme un grand. Dans un virage, tous ses coéquipiers sont passés, c'est lui qui est tombé. Euh, on va jamais se réjouir d'une chute d'un coureur, mais pour le coup, c'était vraiment de sa faute. Et je pense pas que le contrôle antidopage ait joué sur cette chute. Enfin, pas en tout cas de manière majeure. C'était surtout une erreur de Vingegaard. Par contre, sur les performances qu'ils avaient tous les deux en montagne, ça aurait pu jouer un petit peu. Et on peut se demander si Pogacar était pas un peu diminué par ce réveil à 5 heures du mat. Il a dit qu'il avait dormi 4 heures dans la nuit. Je pense que dans tous les cas, il aurait pu sauter Remco Evenepoel, donc ça change pas grand-chose. Et dans tous les cas, il aurait attendu Del Toro. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'est pas correct. Au niveau du classement de la montagne, du classement des meilleurs jeunes d'abord, on peut en parler. Bah là, je pense que Juan Ayuso, il a pris un vrai tir pour ce maillot blanc. Et maintenant, il a 1 minute 30 d'Isaac Del Toro. Et surtout, vu la dynamique, je le vois pas aller chercher ce maillot jaune. Maillot blanc, pardon, Juan Ayuso. Donc je commencerai à l'écarter de cette course-ci. Et puis Sexas, c'est à 25 secondes de Isaac Del Toro. Franchement, c'est encore jouable. Il est pas très bien embarqué non plus, on va pas se mentir. Mais c'est encore jouable. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de surprises dans ce classement général en troisième semaine. Je le disais, Pogacar, c'est une référence, mais les autres, Evenpool, il a parfois craqué pendant ses grands tours. Là, j'ai quand même l'impression que j'ai après ce plateau de Solaison, c'est que c'est sa fraîcheur de ne pas avoir couru pendant si longtemps et l'intensité de ses entraînements en altitude commence à payer. Et je me demande même s'il va pas être de plus en plus fort jusqu'à la fin de la course, Remco Evenepoel. Donc moi, je serais plutôt optimiste pour une deuxième place pour Remco. Isaac Del Toro, j'ai l'impression qu'il est fort de manière régulière. À part l'étape du Luron, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est pas non plus la garantie à 100% Isaac Del Toro. Sur son Giro, il était constant pendant 3 semaines, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas l'être, mais c'est pas non plus la fiabilité absolue, c'est que son deuxième grand tour. Et puis Paul Sexas, n'en parlons pas. Lui, c'est l'inconnu complet. Je pense qu'il est bien préparé. Je pense qu'il va faire un top 5. Aller chercher le podium, on verra. Ça dépendra vraiment de l'évolution de sa forme et de sa fraîcheur dans la dernière semaine. Et ça, c'est vraiment une grande inconnue. Donc je veux pas me prononcer là-dessus. Et derrière Lipovic, bah, je pense qu'il va devoir se mettre à la planche pour Remco. Donc ça va un peu compromettre ses chances à lui. Et Ayuso, Skelmose, voilà, j'en parle pas trop. Je pense que eux, ils sont un peu bloqués à leur place respective. Classement de la montagne, Pogacar est premier avec 67 points, mais pas très loin derrière, on a Valentin Paré-Peintre qui a 45 points, Richard Carapace à 39. Donc voilà, je pense que ça va être un beau match à 3. Un beau match à 3 qui sera joué à 2, parce que Pogacar, il va pas jouer ce match. Il va peut-être le gagner sans faire exprès, mais j'ai bien aimé l'attitude de Paré-Peintre. Il est très fort en punch quand même. Je pense qu'il n'ira pas gagner d'étape cette année, parce que là, avec cet objectif de maillot, il va griller trop de cartouches. Mais il a un sacré punch et j'en pense capable. Et surtout que Richard Carapace, lui, il est un peu partagé entre deux objectifs, entre la victoire d'étape et puis le maillot à poids. Et ça va peut-être lui coûter à un moment. Donc on verra comment ça va se passer. Et enfin, le maillot vert, on finit Mats Pedersen à 417 points. Ce qui lui fait, si je dis pas de bêtises, 31.
points d'avance sur Jasper Philipsen. Tout est encore possible, même si les étapes qui vont venir sont plutôt favorables à Mats Pedersen, on parle juste après. Et Jasper Philipsen donc à 386, et William Girmay à 361. Là, ça commence à faire pas mal de retard. 56 points de retard pour Girmay sur Pedersen. Je pense que Girmay là commence un peu à jeter l'éponge. Donc Mats Pedersen immense favori, mais on va pas totalement oublier Jasper Philipsen pour autant. Voilà pour les classements. Je vous propose qu'on parle rapidement des étapes qui sont à venir. Euh, donc les trois étapes suivantes du début de la semaine, de mardi, mercredi, jeudi. L'étape de Thonon-les-Bains, Évian et Thonon. Donc c'est le contre-la-montre et il y aura des écarts pour le classement général. Ça va être très important. Et surtout, on verra si Remco est capable de repousser ses opposants très très loin. C'est un chrono un peu particulier, avec 470 mètres de dénivelé positif pour 26 km, donc c'est vraiment pas tout plat. On a une montée au début, la côte de Laringe, qui fait 9 km à 4%, donc c'est vraiment roulant, on va pas se mentir, mais ça dure quand même 9 km. Donc je pense qu'un chrono de troisième semaine, ça se joue beaucoup sur la fraîcheur. Après là, ça sera sur un lendemain d'étape de repos, donc ça sera quand même un peu différent. Mais il y a un vrai effort là avec la montée à faire qui sera assez crucial, je pense, pour l'arrivée. Ensuite, on redescend et puis il y a une dizaine de kilomètres de plat pour aller jusqu'à Thonon. Il y a quand même deux grands favoris hein, pour cette étape-ci. C'est incontestablement Pogacar et puis Remco Evenepoel. Je sais pas trop mettre Ghana là-dedans, on en parle juste après. Mais un chrono de troisième semaine, ça se joue souvent entre les hommes qui sont les plus frais et souvent c'est ceux du classement général. Remco a montré qu'il était très très fort sur le plateau de Solaison. Remco a quand même mis une pile Pogacar à Kigali, alors que Pogacar était très fort, vu ce qu'il a fait sur l'étape, la course en ligne de Kigali. Donc je mettrais quand même Remco favori pour cette étape-ci. Pogacar devrait pas être très loin quand même, on va pas se mentir. Et reste à savoir combien vont prendre les autres derrière. Alors, il y a quand même des bons rouleurs. Del Toro, c'est pas trop sa spécialité quand même, le chrono. On verra dans quelle mesure il est capable de limiter la casse. Sexas, on sait que c'est un très bon rouleur. Et je pense qu'il sera dans le top 5 de cette étape-là. Parce que je pense que devant lui, il y aura forcément Remco et puis Pogacar. Il y aura peut-être un Ghana qui va se s'immiscer là-dedans. Et on n'est pas à la surprise. On n'est pas à l'abri pardon, d'une surprise du type Juan Ayuso. Juan Ayuso, c'est quand même un très bon coureur contre la montre. Donc voilà, je pense top 5 assez facile pour Sexas, mais plutôt fond du top 5 que début du top 5, et pourquoi pas un top 3 s'il a un peu de chance. Mais je pense qu'il peut reprendre du temps à Isaac Del Toro là sur cette étape-ci, même si Isaac Del Toro semblait en meilleure forme à Solaison. Donc c'est un peu indécis, mais il y a moyen que ça resserre les cartes entre Del Toro et Sexas, et peut-être même que Sexas passe devant Del Toro. Donc ça sera très déterminant. Là, c'est la seule étape où Lipovic pourra jouer pour lui, donc faudra rouler à fond et puis espérer perdre le moins de temps possible sur les autres, mais aussi sur Remco, pour essayer de garder la possibilité d'un double leadership, même si je pense vraiment que Remco doit être le leader unique et Lipovic doit se mettre à la planche. Skelmose et Juan Ayuso, c'est quand même des coureurs qui vont bien contre la montre, surtout Juan Ayuso. Et je me dis que Juan Ayuso, même s'il semble moins fort que Lipovic en montagne ces temps-ci, et ben je me dis qu'il peut aller chercher Lipovic là sur ce chrono peut-être. Lipovic, il roule bien, mais Juan Ayuso, franchement, il y a des moments où il a fait des coups d'éclat sur des chronos où il était très 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 fort. Il y a que 40 secondes entre les deux au classement général. J'ai un peu envie d'y croire. Peut-être que Juan Ayuso peut reprendre Lipovic sur cette étape-ci. Au classement général, je veux dire. Skelmozo, ça roule pas trop mal non plus. Et Martinez, il est pas si mauvais en chrono. Donc je pense que les positions Skelmozo et Martinez vont rester à peu près figées. On verra comment ça se passe pour Gegat, Voisard. On verra si Carapace fait le chrono à fond. Pour savoir s'il joue le top 10 ou pas. Mais voilà, ça sera une belle étape. Et puis après, bah, il y a des coureurs hors du classement général qui peuvent peut-être espérer faire une belle perf. Je pense par exemple, est-ce que Bruno Armira, il va le faire à fond? C'est pas impossible. Maintenant qu'il n'y a plus Vingegaard, il va peut-être le faire à fond et ça peut bien lui convenir. On va chercher un top 10 peut-être. C'est vraiment une possibilité. Euh, J'écarterai peut-être pas un Mathias Vacek, etc. Mais je pense qu'ils vont peut-être se mettre un peu en retrait pour viser l'étape du lendemain, dont on parlera juste après. Bien évidemment, je parlais de Filippo Ganna, qui sera à suivre. Je pense que par contre, ça va être dur pour Ganna, hein. Ça monte quand même. Mais il y a des moments où il est très très fort. Et franchement,
j'ai envie de le voir briller sur cette étape-ci. J'ai presque envie de parler de Thymen Arensman. Thymen Arensman, on l'a vu faire un chrono de folie au Giro, deuxième derrière Ghana. Le problème, c'est qu'on a un peu des doutes sur l'état de forme de Thymen Arensman, et j'ai même plutôt l'impression qu'il est pas en très bonne forme, donc je suis pas sûr qu'on puisse le mettre dedans. Kevin Vauquelin, bah, malheureusement, il va crever, donc ça sera cuit pour lui, et sinon, sans blague, il est pas non plus dans la forme de sa vie, Kevin Vauquelin, donc je suis pas sûr qu'il puisse jouer. Josh Starling, c'est clairement trop dur pour lui, donc je vais l'écarter directement. Je suis pressé de voir ce que va faire Ilan Van Wilder. On rappelle qu'il a fait médaille de bronze, si je dis pas de bêtises, au chrono à Kigali. Là, il est peut-être un peu entamé, mal malgré tout par, tout le travail qu'il a fait sur ces 2 premières semaines. Il était encore dans l'échappée là, si je dis pas de bêtises, où il était pas très fort aujourd'hui à Solaison, donc bon, peut-être quand même pas une victoire pour un beau top 10 pour Van Wilder. Donc voilà, je l'écarte. Et sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des mecs qui vont bien au chrono et qui peuvent briller sur ce profil qui est un peu montant. Voilà. Étape du lendemain, étape, de Voiron qui va être cruciale pour le maillot vert. Donc cette étape, elle a un peu de transition, mais la manière dont elle est positionnée en début de troisième semaine, donc c'est pas totalement à la fin, et après une journée de repos et un chrono où les gars vont pouvoir se reposer, je pense qu'on pourra quand même la contrôler un petit peu. Donc Chambéry-Voiron, 174 km, 2300 mètres de D+, 4 côtes répertoriées au tout début, des quatrièmes catégories et une côte de troisième catégorie, mais ça monte sans cesse du départ jusqu'au col des Prés. Donc on a 50 bornes en prise, en montée. On va de 250 mètres d'altitude à 1200, 1100 plutôt, donc ça monte beaucoup. Ensuite on redescend et ensuite c'est plus plat vers la fin. Il y a juste ce faux plat là. Il y a à noter que le sprint intermédiaire est à 30 bornes de l'arrivée. Et ensuite il y a un faux plat là de 2,5 km à 4%, juste avant l'arrivée, à 3-4 km de l'arrivée, qui peut aussi jouer, mais bah, quand on voit ce profil-là, on pense immédiatement Lidl Trek, très 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 clairement. Et puisque cette étape sera cruciale pour le maillot vert, je pense que la Lidl Trek va mettre le bazar, va partir en échappée avec tout le monde, et je pense que pas grand monde pourra suivre dans les sprinters, et je pense que Philipsen va exploser, malheureusement. Et à mon avis, du coup, on aura une belle échappée avec des Lidl Trek qui vont contrôler jusqu'au sprint intermédiaire au moins. Je pense que dans l'échappée, il y aura très clairement bah, ceux qu'on connaît bien, hein, Vacek, Pedersen, Simmons, euh, pourquoi pas Skuins, Verona. Bref, ça sera une très grosse échappée. Et puis il y a ce profil final là qui monte un peu où je pense que ça peut contrôler pour Pedersen qui sera quand même l'immense favori sur ce terrain-là. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir des attaques de coureurs solides. Je pense à des mecs comme, j'en sais rien, Castrio, Romo, même Mauro Schmidt qu'on a vu récemment. Une belle étape de transition, mais à mon avis quand même la Lidl Trek va vraiment cadenasser et Pedersen va être l'immense favori. Même si Pedersen a fait tellement d'efforts sur les 2 premières semaines qu'on peut se dire là ça risque d'être compliqué. En fait, la position de l'étape vraiment après la journée de repos, puis le chrono me fait dire plutôt que ça sera quand même contrôlable pour les Lidl Trek. Et donc je pense que c'est l'immense favori. Il y a un autre favori, quand même, c'est Mathieu Van Der Poel. Après Van Der Poel, on l'a pas trop vu sur les troisième semaines, mais là, le profil lui convient très très bien. Et il y a cette côte, de faux plat montant là, avant l'arrivée, où il peut sortir. Et surtout qu'au plus il marque de points, au moins Philipsen en perd, même si je pense que ça sera déjà cuit au classement du meilleur sprinter. Mais ouais, attention à Mathieu Van Der Poel aussi. Et c'est peut-être la dernière chance pour un Français de s'imposer, parce que après ça sera compliqué. Sur cette étape-ci, un Romain Grégoire sera très clairement à l'attaque, il le faut, même si on a vu qu'il n'était pas en très très bonne forme. Est-ce que Dorian Godon peut passer? Bah, j'aurais dit oui dans un autre monde, mais là, il a quand même fait le petit trauma crânien sur l'étape de Nevers, ou celle d'après, non, l'étape de Nevers, pardon. Donc ça va être dur dur pour Dorian de s'accrocher là-dessus. Je pense que déjà à finir le Tour de France, il sera très content. Est-ce qu'un Quentin Paché ou un Clément Rousseau peuvent tenir? Clément Rousseau, ça risque d'être compliqué. Peut-être t'as envie de dire que c'est peut-être une étape pour Julien Alaphilippe. Mais sinon, moi, je vois bien peut-être Joris Delboeuf pour la formation Total Energy. Voilà, ça sera une belle opportunité pour un Français, peut-être la dernière, d'aller chercher une victoire. Mais encore une fois, ça sera compliqué parce qu'à mon avis, ça sera vraiment très contrôlé par la Lidl Trek. Voilà. Et ensuite, la dernière étape dont je voulais parler, l'étape de jeudi qui arrive à Orsières-Merlette.
qui part de Voiron. Alors c'est une arrivée au sommet, mais je sais pas trop comment la définir. Il y a quand même 4000 mètres de dénivelé positif. Ça se voit pas trop quand on lit la carte, mais c'est le cas. Orsières-Merlette, c'est quand même à 1800 mètres d'altitude. On part de Voiron qui est à 200 mètres. Donc rien que d'aller de Voiron jusqu'à Orsières-Merlette, ça fait 1600 de D+. Et en plus, au tout début, on a une grosse montée. D'abord la côte d'Engin, 11 km à 5%, qui va faire mal, qui va permettre à une échappée de plutôt de baroudeurs, grimpeurs de sortir. Et en plus, ça continue de monter encore 15 km après la côte d'Engin en faux plat montant. Donc ça va faire mal. Ensuite, on redescend, côte de Monténard, 10 km à 5%. Donc ça permet encore à des grimpeurs de faire la différence. Et ensuite, c'est plus ou moins plat jusqu'au pied d'Orsières-Merlette, même si ça monte et ça descend un petit peu. On a le sprint intermédiaire qui est au milieu de tout ça, mais je pense que là, bah, genre, est-ce que Petersen pourrait être là? J'ai envie de dire non, mais il a montré tellement de choses sur ces 2 premières semaines que pourquoi pas. Ensuite, on arrive sur la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, 2,5 km à 6,7%. On redescend un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, il y a la montée pour Orsières-Merlette. Donc, l'arrivée au sommet, c'est pas très dur, Orsières-Merlette, hein. C'est 7 km à un peu moins de 7%. Donc, c'est plus pour des grimpeurs. Mais un profil un peu plus hybride pourrait aussi briller. Maintenant, se poser la question, est-ce qu'on est plutôt sur un scénario échappé ou favori? Bah, j'ai plutôt envie de penser échappé, parce que là, il y a plus de grosses formations. Enfin, peut-être que la Red Bull Bora peut rouler, mais il y aura plus la Visma pour rouler là-dessus. Je suis pas sûr que UAE ait envie d'aller la chercher, c'est pas une étape super prestigieuse. Il y aura 2 étapes à l'Alpe d'Huez juste après. Est-ce qu'on a vraiment envie de se cramer là-dessus? Donc, après, ça pourrait bien convenir à Isaac Del Toro, donc si on veut offrir une victoire à Isaac Del Toro, on peut dire qu'on va la chercher. Je sais pas trop, je miserais quand même plutôt sur un scénario échappé. Et là, on aura un gros dilemme pour certains coureurs, je pense notamment à Valentin Paré-Peintre et Richard Carapace, c'est est-ce que je tente l'échappée là? Sachant qu'il y a pas beaucoup de points pour la montagne, enfin s'il y a quand même un premier 4 au début, j'abuse un peu, mais peut-être que le peloton peut nous laisser gagner, ou est-ce que je sors le lendemain dans l'étape de l'Alpe d'Huez où il y a le col du Noyer, il y a deuxième catégorie, où je me réserve pour l'étape de Bourdoisan qui passe par le col de la Croix de Fer, le col du Galibier, col de Sarenne, qui sont tous des hors catégories. Il y aura un petit dilemme, donc je sais pas si. Je pense plutôt que l'échappée va aller au bout. Je croise les doigts. Maintenant, dans les grimpeurs qui sont un peu largués au classement général, je sais pas si Valentin Paré-Peintre et Carapace notamment ont intérêt à aller dans cette échappée-là. Je pense que s'il y a une échappée, il peut peut-être y avoir des gars un peu genre Pidcock qui y vont aussi, Tobias Allan Johannessen, même s'il faudra forcément choisir entre cette étape-ci et celle du lendemain qui arrive à l'Alpe d'Huez, parce qu'on pourra pas se donner à fond sur les 2 jours. Je pense même maintenant des Sepkus, ça peut y aller. Jordan Gégat, Yanis Voisard, Ilan Van Wilder, tous ces gars-là peuvent aller dans l'échappée. Et je pense que ce sera les plus forts en montagne. Reste à savoir, je pense aussi même, peut-être même que sur l'échappée, l'étape de Voiron, il peut y avoir un mec de fond de top 10 qui glisse dans l'échappée et qui reprend pas mal de temps. Ça peut animer aussi un peu les débats. Mais donc là, voilà, étape d'Orsières Merlette. Je vois plutôt un scénario échappé, mais après, c'est aussi une montée qui convient bien à Remco et à Del Toro. Est-ce qu'il y a l'une des deux formations qui voudra offrir la victoire à son coureur? Sachant que Del Toro, si on l'emmène, on n'est pas sûr non plus qu'il puisse déposer Remco, par exemple. À voir. Moi, je miserais plutôt échappé quand même. Et donc, bah, les grands favoris, c'est ceux dont je vous ai parlé. Carapace, bien évidemment, mais on verra s'il a envie d'y aller. Peut-être que c'est l'étape pour Alex Baudin, hein, finalement. Parce que si Carapace se réserve pour l'étape du lendemain, peut-être que Baudin est la meilleure carte sur cette arrivée-là, et peut-être que c'est lui qu'on met devant. Est-ce qu'on laisse un peu de liberté à un Nicolas Prodhomme? Je suis pas certain, parce qu'après, il y aura un gros week-end montagneux qui arrive. C'est bien une étape pour Kevin Vauquelin, j'ai envie de dire. Donc voilà, je mets ma maison sur Kevin Vauquelin et Orsière Merlette. De toute façon, sinon, on va pas gagner d'étape. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse à un moment. Et voilà, côté français, pourquoi pas Clément Braz-Afonso sur cette étape-là, même si c'est pas non plus la crème de la crème en montagne. Pourquoi pas Jordan Gégat, même si je pense que lui, enfin, je sais pas, parce que Gégat, il va essayer de prendre les échappées, mais celle-ci, est-ce qu'elle va vraiment au bout, elle permet de prendre beaucoup de temps? Ou est-ce qu'il préfère se conserver pour le lendemain? Bref, ça sera assez intéressant, mais donc ouais, je vois un chrono remporté par Remco et puis deux scénarios plutôt échappés. Un cadenassé par la Lidl Trek et peut-être un Van Der Poel qui vient chercher une victoire. Et une échappée baroudeur grimpeur pour Martial Merlette avec la grosse question de est-ce que ceux qui sont
le fond du top 10 vont vouloir y aller ou alors vont vouloir se préserver pour l'Alpe d'Huez? Et est-ce que, pourquoi pas, UAE veut faire gagner Del Toro ou alors Lidl Trek, pardon. Red Bull Bora veut aller faire gagner Remco Evenepoel. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de ces étapes-là. Et on se retrouve pour un prochain épisode, donc le débrief de ces trois étapes-ci, et puis la preview des trois dernières, avec notamment le week-end montagneux de l'Alpe d'Huez qui va être assez fantastique à suivre. Voilà, salut!